Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour et merci d'être venus ici nombreux à la conférence de presse qu'animeront conjointement Monsieur Liman Mahamat, ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, et Monsieur Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Cette conférence de presse vise à informer les médias sur la situation des réfugiés soudanais au Tchad et celle des populations hôtes. Elle va durer 50 minutes. En face de vous, deux personnalités très au fait de ce problème. Ils répondront à vos questions, mais avant, l'un et l'autre interviendra à travers un liminaire pour camper le sujet. Ceci dit, je voudrais également saluer en passage la présence de quelques membres du gouvernement à cette conférence de presse. Monsieur le ministre, qu'il vous plaise de prendre la parole pour votre liminaire. Merci. Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers du Tchad, Mesdames et Messieurs les journalistes, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à l'occasion de cette conférence de presse conjointe avec M. Filippo Grandi, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Sa visite revêt une grande importance pour notre pays qui fait face depuis plusieurs années à une crise humanitaire sans précédent liée à l'afflux massif de réfugiés sur notre territoire. En l'espace de 2 mois à peine, nous avons eu l'honneur d'accueillir 2 hauts représentants de l'ONU. Cette sollicitude témoigne de l'attention soutenue portée par la communauté internationale à la situation de notre pays, le Tchad, qui se trouve être confronté à une crise humanitaire majeure du fait de la présence des milliers de réfugiés soudanais sur notre sol. Permettez-moi tout d'abord de me réjouir de la visite chez nous du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés après la récente visite de la secrétaire générale adjointe de l'ONU. Les 2 visites ont permis de mettre en lumière l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Pendant que l'aide humanitaire est affectée par une insuffisance de ressources, les besoins d'aide augmentent sans cesse, plaçant les institutions à vocation humanitaire devant des équations difficiles. C'est actuellement le cas chez nous, au regard du fardeau que constitue la présence des réfugiés soudanais fuyant les conflits dans leur pays. Face à cette situation difficile, nous ne devons pas nous soustraire de notre devoir d'assistance humanitaire en continuant de faire preuve de générosité vis-à-vis de ces personnes. Aussi, notre détermination ne doit-elle pas éroder devant tant de défis que nous impose la prise en charge des réfugiés. Selon les dernières statistiques datant de juillet 2023, plus de 940 000 personnes ont trouvé refuge sur notre sol, fuyant principalement les violences au Soudan. Plus précisément, plus de 763 000 Soudanais ont dû quitter leur pays à cause du conflit qui s'y déroule. Ces chiffres, en constante augmentation, illustrent l'ampleur de la crise humanitaire que nous traversons. Ils révèlent également l'immense sacrifice consenti par le peuple tchadien depuis des années pour offrir sa terre et son hospitalité à des frères et sœurs qui en ont tant besoin. Cependant, force est de constater que nos capacités d'accueil et d'assistance ont atteint leurs limites. La prise en charge durable des centaines de milliers de réfugiés représente un défi colossal sur les plans financiers, logistiques, sanitaires, sécuritaires et environnementaux. Nos populations locales de l'Est, qui vivent déjà dans des conditions précaires, supportent également le poids de cette crise. Les ressources se font de plus en plus rares, tandis que les tensions socio-économiques s'accroissent dangereusement. C'est pourquoi nous renouvelons aujourd'hui notre appel pressant à la solidarité internationale. Lors de sa dernière visite, Madame la secrétaire générale adjointe nous avait promis le soutien indéfectible de l'ONU.
Avec Monsieur le Haut-Commissaire, nous comptons poursuivre nos efforts communs en faveur des réfugiés. Je souhaite également réitérer notre demande urgente de la tenue d'une conférence internationale ou d'une table ronde de haut niveau sur la crise humanitaire au Tchad. Celle-ci devra permettre de mobiliser des fonds exceptionnels à la mesure de l'ampleur de la crise que nous traversons. Ces ressources cruciales serviront à répondre essentiellement aux besoins vitaux des populations déplacées en matière d'abri, d'eau, d'assainissement, de soins, de santé, d'éducation. Par ailleurs, au-delà de cette assistance d'urgence, les vœux du gouvernement de la République du Tchad demeurent la paix au Soudan et dans les pays voisins. Monsieur le Haut-Commissaire, nous comptons sur le leadership de l'ONU pour intensifier les efforts diplomatiques visant à mettre un terme au conflit soudanais à l'origine de ce flux ininterrompu de réfugiés soudanais vers notre pays. Nous exhortons en outre les parties belligérantes à faire preuve de sagesse et de responsabilité en privilégiant le dialogue pour trouver une solution politique et négociée. Seule la stabilité retrouvée au Soudan permettra d'envisager le retour volontaire des réfugiés chez eux et dans la dignité. Pour sa part, le Tchad, sous la conduite du président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, continuera de faire de la paix et de la solidarité régionale sa priorité. Il persévérera dans ses efforts d'assistance perpétuelle aux réfugiés vivant sur le sol tchadien. Monsieur le Haut-Commissaire, nous comptons sur le soutien indéfectible de votre organisation et plus largement sur celui de la communauté internationale pour relever les défis de la prise en charge des réfugiés et communautés hôtes. Ensemble, conjuguons nos efforts pour contribuer à alléger la souffrance de ces populations qui ont tout perdu en ayant tout laissé derrière elles, famille et biens. C'est en inscrivant nos efforts, nos démarches dans un élan de solidarité que nous redonnerons espoir à toutes ces personnes plongées dans une extrême vulnérabilité. Je vous remercie une fois de plus d'être venu. Qu'il plaise à Monsieur le Haut-Commissaire de prendre la parole pour son propos liminaire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci de m'accueillir et de vos propos. Messieurs les ministres, c'est un plaisir de vous voir ici. Membres de la presse, je suis d'accord avec tout ce que le ministre vient de partager avec vous, entièrement. Donc je ne vais pas répéter les mêmes points. Je vais ajouter de mon côté quelques perspectives vues de l'agence des réfugiés, donc l'agence qui est la plus impliquée en ce moment dans la réponse au Tchad et dans les pays voisins du Soudan. Tout d'abord pour dire, et nous venons de le discuter avec le Premier ministre et ce matin avec le chef de l'État, que c'est une crise majeure. Je parle maintenant de la crise des réfugiés soudanais qui arrivent en ce moment au Tchad. C'est une crise majeure, une des grandes crises de réfugiés qui sévissent au monde aujourd'hui. Une priorité pour mon organisation et ça doit devenir une priorité pour la communauté internationale. Le Tchad a reçu un minimum de 400 000 réfugiés soudanais depuis le début du conflit et surtout dans les derniers 3 ou 4 mois. Nous avons discuté de ce sujet avec le Premier ministre parce que le chiffre est probablement plus élevé que 400 000, mais c'est ce qu'on a pu compter au passage de la frontière et vers les sites où ils se trouvent. À ceci s'ajoutent ceux qui étaient déjà ici, les 400 000 Soudanais qui se trouvaient ici depuis la première les précédents conflits du Darfour, les réfugiés du Cameroun, j'étais ce matin au camp de Guilmé, ici, pas loin d'ici, de N'Djamena, les réfugiés de la République centrafricaine, j'y étais l'année passée, dans le sud, les réfugiés du Nigeria. Le Tchad aujourd'hui héberge 1 million de réfugiés. 1 million de réfugiés pour un pays qui a une population de 17 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'une personne sur 17 dans ce pays
est un réfugié. Il y a très peu de pays au monde qui présentent une situation pareille. Un pays comme le Tchad, qui a ses propres défis de développement, de changement climatique, une transition politique, c'est un défi très complexe. Et je peux vous dire que le secrétaire général des Nations Unies, qui a envoyé tout d'abord son adjointe il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et qui appuie fortement ma visite aussi, est très conscient de cela et nous a instruits, nous tous, dans le système des Nations Unies, à donner priorité au Tchad pour le soutenir dans ses défis. Je veux aussi ajouter un point important. Le Tchad s'est doté, récemment surtout, s'est doté d'un dispositif législatif exceptionnel. Il y a une nouvelle loi d'asile. D'ailleurs, le ministre et moi l'avons d'une certaine manière honoré il y a 2 ou 3 jours avec une cérémonie spéciale, accompagnée d'une loi sur le déplacement interne, un dispositif de mise en œuvre. Bien sûr, tout cela doit être mis en œuvre, mais c'est un dispositif très, très avancé. Et ce que je dis à tous les bailleurs de fonds, ça veut dire que le Tchad n'est pas simplement n'ouvre pas ses frontières, tout le monde peut rentrer. C'est doté d'un dispositif pour les accueillir. Donc c'est un choix. C'est pas une imposition, c'est un choix que le Tchad fait, un choix de générosité, de solidarité qui mérite, qui demande une solidarité internationale. Dans la Convention des réfugiés, le Tchad est signataire de la Convention de 1951. Dans son préambule, c'est clairement dit que les réfugiés sont la responsabilité de la communauté internationale. Ils viennent d'un autre pays, d'une autre crise. Le Tchad n'a pas de responsabilité dans le déclenchement de ces crises et donc cette responsabilité est là. Alors nous avons quand même travaillé étroitement avec les autorités dans les derniers mois pour faire face à cet afflux massif de personnes. Ça a été très dramatique, surtout au début, une très haute mortalité des enfants, des conditions très difficiles d'accueil, une surcharge sur les communautés tchadiennes qui se trouvent dans la région, ainsi que des anciens réfugiés. J'ai visité hier, j'ai passé la journée avec le ministre du Plan était avec moi et d'autres participants. Nous avons passé la journée à visiter. Je dois vous dire, et j'écoute aussi dans ce sens-là ce que me disent mes collègues qui sont ici, que la situation commence à s'améliorer, commence à s'organiser. Notre priorité, c'est bien sûr de désengorger le site d'Adré, où il y a toujours 150 000 personnes au moins, mais il y en avait plus de 200 000 auparavant. Donc, à travers la création de nouveaux sites où les gens sont mieux organisés et mieux assistés. Donc, tous les jours, on transporte avec le gouvernement 2000 réfugiés à partir du site d'Adré, qui est à côté de la frontière, donc peu sûr, et on les transfère dans les sites qui se rendent disponibles. Juste pour vous donner une idée du coût de cette opération, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, qui s'occupe de l'aide alimentaire pour toutes ces personnes, estime que chaque mois, ils ont besoin de 23 millions de dollars pour pouvoir nourrir tout le monde. C'est énorme. Si vous connaissez un petit peu comment l'humanitaire marche, c'est énorme. Et pour chaque site, nouveau site pour 50 000 personnes qu'on crée dans les zones qui nous sont allouées par les autorités, il faut dépenser au moins 15 millions de dollars pour aménager le site, sans parler de tous les coûts de gestion qui succèdent. Donc, on a besoin de fonds. Et les financements continuent d'être très limité, comme le ministre l'a dit. Donc, je profite de cette occasion pour vraiment renforcer l'appel du ministre à la communauté internationale pour faire plus. On vient de réviser nos estimations des besoins pour le reste de l'année. Donc, on a publié ce chiffre de travail. C'est pas on dit 600 000 réfugiés d'ici la fin de l'année. Ils sont pour l'instant ceux qui sont comptés 400 000, donc un tiers de plus. Et on estime que le système humanitaire a besoin de presque 400 millions de dollars,
388 pour être clair, pour être précis, pour aider le gouvernement à répondre à cette urgence. Pour l'instant, on n'a pas encore 100 millions de dollars. Donc on est très loin. On est à 25% des besoins qui sont couverts. Alors c'est vrai que c'est très rare que ces appels soient pleinement financés, mais 25% c'est trop bas. Et il faut que ça soit corrigé rapidement, et c'est pour cela qu'on va travailler à une mobilisation. Je voudrais aussi ajouter 2 points encore. Un, c'est que l'aide humanitaire n'est pas suffisante. On l'a vu avec les flux précédents de réfugiés soudanais. Il y a une aide humanitaire au début, et puis ça s'oublie. Et c'est pour cela qu'on veut faire ce qu'on souhaite faire dans beaucoup de crises, mobiliser dès le début une aide à plus long terme. Et c'est pour cela que hier, avec le ministre, on était sur le terrain avec une délégation de haut niveau, de très haut niveau, de la Banque mondiale, donc de l'agence, la plus importante agence de développement du monde. Et la Banque mondiale, aujourd'hui, a annoncé un don de 340 millions de dollars pour le Tchad, pour justement appuyer du point de vue du développement cette réponse humanitaire. Donc, il s'agit d'investir dans les écoles, dans les centres de santé, il s'agit d'investir dans les projets agricoles, d'élevage, pour que les gens, que ce soit les réfugiés ou les communautés hôtes, parce qu'il ne faut pas oublier, ils sont également en besoin, puissent être autonomes et ne pas dépendre de cette aide humanitaire qui est déjà pas très abondante et qui a tendance à diminuer avec le passage du temps. Donc vraiment, l'appel que je fais est double. Plus de ressources humanitaires et aussi investissement à moyen terme pour les réfugiés, pour les communautés hôtes, en imaginant, comme l'a dit le ministre, que cette crise, malheureusement, pourrait être dans la durée. Et finalement, justement, tout d'abord pour vous dire, le ministre a parlé d'une conférence, on va travailler à toutes ces options. Dans quelques semaines, dans 2 semaines, nous serons à New York, à la session inaugurale de la prochaine Assemblée générale. C'est toujours un moment, vous le savez, de débat, de présence de beaucoup de leaders à New York pendant cette semaine. Et on va présenter le cas du Tchad très fortement. Il y a déjà des projets de séances spéciales, au moins 2, sur le Tchad, sur lesquels on va investir. Mon point final, c'est de faire écho encore une fois à ce que le ministre de l'administration du territoire vient de dire. La solution de tout cela est au Soudan, est dans la paix au Soudan. Et je l'ai dit hier dans une autre rencontre avec certains médias, mais je veux le répéter, mon appel maintenant n'est pas à la communauté internationale, c'est aussi à la communauté internationale, mais c'est surtout à ceux qui se battent au Soudan. Parce que s'il y a des gens blessés, s'il y a des gens qui fuient, qui deviennent réfugiés dans les pays voisins, s'il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ne peuvent même pas fuir du Soudan, on le sait, la responsabilité, c'est des leaders du Soudan. C'est eux qui doivent avoir, et le ministre a utilisé un très bon mot, la sagesse de penser à leur propre population. Pour l'instant, tout ce qu'ils infligent à leur population pour obtenir la primauté militaire, tout ce qu'ils infligent à leur population, c'est de la souffrance. Il faut que ça s'arrête. Parce que sinon, le fardeau de mettre fin à cette souffrance va continuer à être sur les pays voisins, sur les communautés hôtes et sur la communauté humanitaire qui essaye de vous aider. Voilà, merci mesdames et messieurs les journalistes. Nous allons maintenant ouvrir une session des questions-réponses. Mais avant cela, je voudrais vous demander d'être précis et concis dans la formulation de vos questions. N'oubliez pas de vous présenter et de dire pour quel organe de presse vous êtes ici. De même, précisez le destinataire de votre question. À présent, nous allons donc ouvrir une série dans laquelle nous prendrons 4 questions. Donc, la parole est à vous. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, je m'appelle Christian, de l'agence tchadienne de presse et d'édition ATPE. Ma préoccupation, c'est beaucoup plus,
ça concerne la communauté haute. On parle de la crise humanitaire. Les réfugiés sont arrivés. Le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts. Maintenant, je voudrais un peu comprendre la vision du HCR au regard de la communauté haute, parce que le nombre de la population a augmenté. Il y a eu une surcharge et ils partagent les mêmes ressources. Alors, quelle est la vision du HCR pour aider un peu la communauté haute? Merci. Juste pour dire que, bien sûr, nous sommes très conscients de cela. Nous, en fait, parce qu'on parle toujours de réfugiés, on pense que nous, on ne pense pas aux communautés hautes. En fait, on y pense toujours, dans tous les pays, mais je pense que c'est particulièrement nécessaire ici, où les communautés sont souvent aussi démunies que les réfugiés et où, comme vous l'avez très bien dit, les ressources sont tout de suite partagées, que ce soit alimentaire, sanitaire ou autre. Donc, ce que je peux vous dire est que tout ce qui se fait dans le domaine humanitaire, on essaye, quand il est approprié et possible, de le partager. Par exemple, hier, nous avons visité, lors de notre visite, un hôpital qui existait déjà à Adré, mais qui, à cause de cet afflux énorme de personnes, a dû être multiplié littéralement pour, par exemple, créer un système de soins pour les enfants mal nourris. On me dit, heureusement que maintenant on voit ça moins, on me dit qu'ils ont dû soigner des dizaines, sinon des centaines de blessés qui arrivaient à travers la frontière. Donc on a dû monter tout un nouveau mécanisme, système de santé, et c'est pas seulement là-bas où ça se passe, mais ce système est ouvert à tout le monde, y compris la communauté locale. Et on me dit que, bien sûr, ce qu'on voit déjà, c'est que cette malnutrition qui caractérise, bien sûr, les réfugiés, parce qu'ils viennent de zones où ils n'ont pas eu de nourriture pendant quelque temps, caractérise également les communautés locales qui ont eu il y a eu des répercussions sur les prix des aliments, par exemple des vivres, sur la disponibilité, et ainsi de suite. Donc, il faut faire très attention, et tout ce qui est humanitaire, on peut, quand il est possible de le faire, le mettre à disposition des communautés locales. Mais ce qui est plus important, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, cet effort supplémentaire, appelons-le de développement, construction de nouvelles écoles, construction de nouveaux centres de santé, investissement dans l'agriculture et l'élevage pour permettre aux gens d'être autonomes. Tout ça doit être fait pour tout le monde, c'est clair. Et la Banque mondiale qui a annoncé aujourd'hui ces 340 millions de dollars, c'est pour les communautés hautes et pour les réfugiés, pour les deux. Donc c'est très important parce que si vous pénalisez un groupe, vous pénalisez tout le monde. C'est pas seulement injuste, c'est aussi contre-productif de seulement faire bénéficier un des groupes de cette différents types d'aide. Donc je peux vous assurer, et c'est important de le dire et de le répéter, parce que le chef de l'État a été très clair sur ce point. Il ne faut pas ignorer les communautés hautes. Et il a parfaitement raison, et on va suivre cette direction avec tous les moyens qu'on peut déployer. Madame, comme vous avez le micro, veuillez poser votre question, s'il vous plaît. Merci pour la parole accordée. Moi, c'est Jimmy Mamad Maloum. Je suis journaliste au groupe Média Détenir TV, Télé Tchad 24 et Radio N'Djamena 24. La situation humanitaire des réfugiés demeure préoccupante et très souvent, l'éducation des enfants réfugiés est en jeu. Et bientôt, c'est la rentrée des classes au Tchad. Alors, quelles sont les dispositions prises pour permettre l'intégration de ces enfants, que ce soit du côté du gouvernement ou du côté du HCR? Merci beaucoup. Évidemment, vous venez donc de le rappeler. Bientôt, ce sera donc la rentrée. C'est quelque chose que nous n'ignorons pas. Nous préparons donc bien évidemment donc la rentrée pour les populations qui se trouvent donc sur notre territoire. Et au niveau donc des camps, des anciens camps surtout, c'est qu'il y a des écoles qui ont été déjà installées, qui accueillent aussi bien les enfants donc, de réfugiés que les enfants des populations hautes alentours. Ces efforts vont être accentués dans la mesure où les nouveaux camps sont encore au stade de viabilisation et que au niveau de l'éducation, les dispositions donc, sont prises pour que les besoins donc, en matière d'éducation soient pris en compte.
Je pense que cette crise nous a quand même quelque peu donc surpris, surtout donc l'afflux donc massif donc de ces nouveaux réfugiés, mais nous essayons donc de nous adapter et avec les projections pour le début donc de l'année, naturellement le Sénat regroupant également donc en son sein des représentants donc de l'éducation nationale avec la communauté donc des humanitaires, nous essaierons donc de faire en sorte que la dimension éducation ne soit pas donc ignorée et que les enfants donc des réfugiés puissent également bénéficier des mêmes dispositions leur permettant donc de poursuivre leur scolarité. Et si je peux ajouter quelques mots à ce que le ministre vient de dire, tout d'abord, nous sommes aussi très conscients, on en a parlé hier lors de la visite, que beaucoup d'écoles, que plusieurs écoles ont été occupées par les réfugiés parce qu'il n'y avait pas d'autres sites pour les héberger. Donc on est en train progressivement de vider ces écoles pour qu'elles puissent être remises au système éducatif, surtout que la rentrée est là. On a financé un programme de nettoyage, de réhabilitation pour ces écoles parce qu'elles étaient endommagées par la présence de tous ces gens. Mais c'est clair qu'avec cette population massive, il faudra bâtir plus d'écoles. Et ça, on est en train de le discuter aussi avec d'autres bailleurs, comment faire. De toute façon, ce principe, et là je reviens au point qu'on avait discuté tout à l'heure, les écoles doivent être pour tout le monde, doivent être ouvertes aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Hier, pendant la visite avec la Banque mondiale, nous avons inauguré une école qui est justement pour les réfugiés et pour les communautés hôtes. Et ça, c'est un financement de la Banque mondiale. Ce matin, ici à Guilmé, au camp de Guilmé, pour les réfugiés camerounais, j'ai inauguré une école avec le secrétaire général du ministère de l'Éducation, le ministre étant en déplacement. Et cette communauté est presque à 50% autochtones et réfugiés. Donc on a vraiment cette approche ici au Tchad d'essayer d'équilibrer. On profite de ces politiques inclusives du pays, mais on essaye de compenser ça avec des structures qui peuvent servir aussi aux nationaux. Et n'oubliez pas que si un jour ces gens rentrent chez eux, les Camerounais peut-être, hein, c'est possible, ces structures vont rester ici, sont des investissements dont va bénéficier la population tchadienne. Donc c'est très important de penser aussi dans cette dimension. Mbaye Naïsem Fulbert de la radio Arc-en-Ciel. Depuis l'avènement de cette crise, le gouvernement du Tchad ne cesse de dénoncer la mobilisation de la part de la communauté internationale qui ne répond pas aux besoins de la crise comparativement à ce qui se passe ailleurs. Au-delà de plaidoyer, de rencontres, de discours, qu'est-ce qui est en train d'être fait concrètement pour venir à court terme, pour épauler le gouvernement et épauler les organisations, aider les organisations qui sur le terrain sont en train d'aider les réfugiés qui arrivent et subvenir aussi aux besoins de la population haute. En deuxième position, qu'est-ce qui peut expliquer la réticence de la communauté internationale à se mobiliser précipitamment pour aider le Tchad dans cette crise dans l'accueil des réfugiés au Tchad? Merci. Je pense que la préoccupation relative à la mobilisation donc, des ressources qui n'est pas à la dimension des attentes n'a pas été donc perdue donc, de vue. Et je pense que le haut-commissaire qui est ici l'a souvent donc réitéré. Notre pays fait donc d'énormes efforts en ouvrant donc ses frontières pour accueillir donc des réfugiés, en respectant donc ses engagements dans le cadre des instruments juridiques auxquels il a souscrit. Mais il n'y a pas quand même une reconnaissance de ces efforts et c'est à ce sujet qu'il a été fortement donc recommandé de mettre en exergue donc tous les efforts consentis par le gouvernement à l'effet d'amener donc la communauté internationale à la mesure des efforts consentis par le Tchad. Vous l'avez si bien donc dit, la mobilisation donc des ressources elle peinait donc à suivre,
Mais progressivement, nous avons constaté que avec l'assistance donc immédiate au début qui a été donc assurée par le HCR sur ces ressources disons résiduelles qu'il gérait par rapport un peu aux premiers réfugiés, il y avait eu quand même donc une assistance donc de la communauté internationale qui s'est traduite par une mobilisation donc des ressources, mais ces ressources ne sont pas bien entendu suffisamment donc à la dimension de ce que nous attendons. Mais avec l'annonce donc de la contribution de la Banque mondiale donc de 340 millions donc de dollars, c'est également déjà donc quelque chose donc d'assez important. Les Américains ont également donc à travers l'ambassadrice qui est récemment passée ont annoncé également une grande contribution au niveau du système donc des Nations Unies pour la gestion humanitaire et en grande partie consacrée bien entendu donc au Tchad. Donc nous pensons que de plus en plus la communauté internationale prend conscience de la nécessité d'accroître donc la mobilisation donc des ressources pour venir en aide aux nombreux réfugiés que nous accueillons sur notre territoire, et la visite donc du haut-commissaire participe donc de cette démarche tendant à quand même porter plus donc de lisibilité par rapport aux efforts consentis et surtout attirer l'attention donc de la communauté internationale à travers un plaidoyer qui se propose également donc de faire lors de la conférence donc annuelle donc des Nations Unies pour que la communauté internationale assiste donc les réfugiés tchadiens les réfugiés accueillis donc sur le sol tchadien à la dimension donc de la tragédie qui se déroule sur notre territoire, surtout relativement aux réfugiés. Oui, juste pour ajouter, bien sûr, tout ce que le ministre a dit est absolument dans la bonne direction. Je voudrais ajouter aussi que on a fait coïncider ma visite ici avec celle de la Banque mondiale et celle de l'ambassadrice des États-Unis, justement pour encourager ces institutions à faire des dons et encourager surtout d'autres à suivre leur exemple. Donc on essaye, vous savez, l'aide humanitaire n'est pas une obligation en pourcentage. L'aide humanitaire est volontaire de la part des donateurs. Donc il faut les convaincre à donner cette aide humanitaire. C'est pas facile dans un monde où il y a beaucoup de crises. Et Covid, on a eu tellement de crises et les dépenses publiques dans les pays donateurs ont été sous pression. Et donc aujourd'hui, on a tellement de crises, surtout dans cette région du monde, on doit continuellement solliciter les donateurs, c'est pas facile, il faut les convaincre. On a discuté tout à l'heure avec le Premier ministre et les membres du gouvernement l'opportunité de créer un plan d'action du gouvernement pour la réponse à la crise dans l'Est. Je pense que c'est une excellente idée et que ce plan va nous aider à mobiliser, va indiquer précisément où sont les zones de besoin qu'il faut financer. Donc on espère pouvoir avoir ce plan avant les conférences de New York où il y aura un moment de visibilité de la crise tchadienne qu'on va exploiter au maximum. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, les questions posées recoupent les questions susceptibles d'être posées et les réponses apportées couvrent un large éventail des réponses. Sur ce, je voudrais remercier les conférenciers et donc annoncer que c'est la fin de la conférence de presse. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.